et bienvenue. Je m'appelle Sophie Lemaître et avec le podcast Sophie au pays des possibles, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes, en France et à l'étranger, aux parcours et horizons différents. Leur point commun ? Combattre la corruption et l'évasion fiscale pour un monde meilleur, plus juste et plus éthique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rêver d'un autre monde et parce qu'il est possible de changer les choses, rejoignez-moi au pays des possibles. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode, je vous propose d'en apprendre plus sur une idée encore méconnue, la création d'une cour internationale contre la corruption. Cette cour aurait pour mission de juger des affaires dites de grande corruption. Mon invité pour nous parler de cette idée est Pusetso Morapedi. Nous avons enregistré cette conversation en anglais, vous écoutez ici la version doublée en français. Je vous laisse découvrir en quoi et pourquoi il serait important d'avoir une cour internationale contre la corruption. Bonne écoute! Bonjour Pusetso Morapedi, je suis ravie de vous accueillir dans le podcast pour parler d'un sujet encore peu connu, la création d'une cour internationale contre la corruption. Mais avant d'en discuter, pourriez-vous vous présenter, nous parler de votre parcours et notamment ce qui vous a amené à travailler sur ces sujets de corruption? Tout d'abord, merci de m'avoir invité et d'avoir invité Triple I. Triple I, c'est Integrity Initiatives International, l'organisation pour laquelle je travaille. Je suis originaire du Botswana, un pays du sud de l'Afrique. Je dirais que c'est le cœur de l'Afrique australe. Le pays est connu pour ses diamants. Le plus gros ou le deuxième plus gros diamant au monde a été découvert récemment au Botswana. Je suis originaire du nord-ouest du pays, d'un village qui est à la porte d'entrée du delta de l'Okavango. Si vous ne connaissez pas l'Okavango, regardez en ligne et venez visiter. Notre tourisme est l'un des meilleurs au monde. Mais ce qui m'a amené à travailler dans le domaine de la lutte contre la corruption, c'est mon enfance. J'ai été élevée par mes grands-parents dans un village isolé. En vivant dans un si petit village, vous apprenez à être au service de la communauté. Mon grand-père a été conseiller, ma grand-mère était agricultrice. Ils étaient toujours en train d'aider les gens. Lorsque j'étais au collège et au lycée, j'étais mentor auprès de mes pairs dans le cadre de l'association chrétienne des jeunes femmes. En tant que mentor, on en apprend beaucoup sur les maux de la société et sur la manière d'en discuter avec ses pairs et de trouver des solutions. C'est comme ça que j'ai découvert le problème du VIH-Sida à la fin des années 90 et au début des années 2000. Après le lycée, j'ai continué à faire du bénévolat pour l'association chrétienne des jeunes femmes. J'ai alors été exposée à la pauvreté dans les zones rurales. J'ai pu comprendre le rôle que le gouvernement joue, que ce soit dans la lutte contre la pauvreté ou dans l'exacerbation de la pauvreté. Cela m'a amené à faire des recherches sur la manière dont je pouvais servir. Rappelez-vous, j'ai grandi dans un environnement où l'entraide et servir la communauté est essentiel. Après l'université, j'ai fait du bénévolat pour l'ONU, le PNUD. J'ai rejoint un programme national de volontariat des Nations Unies et j'ai coordonné des activités qui impliquaient environ 36 petits villages dans le sous-district de l'Okavango. À l'époque, dans ce district, je pouvais voir la pauvreté et le VIH-Sida dans les rues. Nous avions la lourde tâche de trouver des solutions peu coûteuses pour la prévention du VIH, mais aussi pour éviter la réinfection. Nous avons formé des groupes de soutien et travaillé avec plusieurs parties prenantes dans les villages. En fait, c'est ce qui m'a poussé à vouloir servir au niveau national. À la fin de mon master en politique et relations internationales, j'ai travaillé au sein du département sur la gouvernance, la paix et la sécurité du Conseil des ONG de la Communauté de développement de l'Afrique australe. J'ai coordonné pendant 1 an un groupe d'experts anticorruption. Mon intérêt pour la lutte contre la corruption, en utilisant la transparence et la redevabilité comme approche pour s'assurer que les citoyens bénéficient des biens et services publics, est devenu une passion et une mission de vie. C'est comme ça que j'ai commencé à m'engager et à interagir avec les gens. À un moment donné, j'ai fait partie du sous-comité pour l'Afrique d'Integrity International Initiative, pour discuter de l'idée d'une cour internationale contre la corruption. J'ai compris à ce moment-là que parfois les systèmes juridiques nationaux échouent, qu'ils sont parfois incapables de poursuivre les cas de grande corruption ou de poursuivre les hauts fonctionnaires qui sont étroitement liés ou proches du pouvoir au niveau national. Je suis aujourd'hui coordinatrice pour l'Afrique de Triple I, c'est-à-dire Integrity Initiatives International.
Je vous remercie, c'est vraiment intéressant d'entendre votre cheminement. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire. Vous avez mentionné Triple I, Integrity Initiatives International. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette organisation? Triple I, as we usually call it. Triple I, comme nous l'appelons habituellement, a été créé en 2016 par le juge américain Mark Wolf, ainsi que par le juge sud-africain Richard Goldstone. Triple I est né après que le juge Mark Wolf a écrit une tribune dans le Washington Post sur la nécessité d'une cour internationale contre la corruption qui permettrait de lutter contre la kleptocratie et la grande corruption. Triple I coordonne un réseau de gouvernements, d'organisations de la société civile, de juristes internationaux, d'experts en matière de lutte contre la corruption et de personnes qui, comme moi, s'intéressent à la lutte contre la corruption. Triple I coordonne également une campagne internationale en faveur d'une cour internationale contre la corruption. Et nous sommes également en charge du projet de rédaction d'un traité. Ce que nous faisons, c'est aider à renforcer l'application des lois pénales, à punir et à dissuader les dirigeants qui sont corrompus à grande échelle. Comment est née cette idée d'une cour internationale contre la corruption? Nous disposons déjà d'une cour pénale internationale, il y a donc désormais cette idée d'une cour internationale contre la corruption. Pourquoi devrions-nous avoir cette cour? Nous savons que la corruption existe depuis des lustres. Nous disposons de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cependant, son application se fait au niveau national. On voit les conséquences et les répercussions de la corruption, on voit les conséquences et les répercussions des flux financiers illicites, on voit les conséquences et les ramifications des avoirs qui ont été volés au public, à la population, et qui ne profitent qu'à quelques personnes. C'est pour ça que le juge Mark Wolf avait écrit une tribune dans laquelle il disait qu'une cour internationale contre la corruption devait être créée. Il était conscient du fait que nous disposons déjà de la Cour pénale internationale et que certains se demandent pourquoi il est nécessaire d'avoir une Cour internationale contre la corruption quand nous avons la Cour pénale internationale. Mais les statuts de la Cour pénale internationale ne couvrent pas la corruption, le blanchiment d'argent ou encore le détournement de fonds. Nous avons donc besoin d'un organe qui puisse réellement s'emparer de ces crimes. Vous me direz, on pourrait modifier les statuts de la Cour pénale internationale, mais pour ça, il faudrait un vote des 2/3 des 124 États membres, ainsi que la ratification des États pour que les modifications puissent entrer en vigueur. Amender et ratifier les statuts de la Cour pénale internationale prendrait énormément de temps, alors que nous avons besoin dès maintenant d'agir pour lutter contre la corruption. Pour le juge Mark Wolf, la Cour internationale contre la corruption est une réponse possible pour combattre la grande corruption et pour mettre un terme à l'impunité des kleptocrates qui volent leurs citoyens et leur pays. Vous avez mentionné à plusieurs reprises la grande corruption. Comment la définiriez-vous et qu'est-ce que la grande corruption? La grande corruption est une question d'échelle et d'ampleur. Si l'on utilise la définition de Transparency International, la corruption, c'est l'abus d'un pouvoir à des fins privées. Pour la grande corruption, on reprend cette définition, mais on augmente l'ampleur de l'abus de pouvoir à des fins privées, et la personne par qui l'abus a lieu. Par exemple, la grande corruption inclut les dirigeants de la nation, les hauts fonctionnaires du gouvernement ou de la fonction publique, mais aussi les PDG et les cadres supérieurs d'entreprises publiques ou parapubliques. Avec la grande corruption, on s'intéresse à l'ampleur de la corruption elle-même et à ceux qui sont derrière. Et si vous vous demandez ce qu'est la kleptocratie, c'est une forme de gouvernement dans lequel les dirigeants utilisent leur position politique, par exemple des dirigeants ou des chefs de gouvernement, qui placent leurs membres à certains postes, qu'il s'agisse de postes d'ambassadeurs, de secrétaires permanents, et ces personnes utilisent alors leur position de pouvoir pour accroître leur richesse personnelle, en volant l'argent et les ressources précieuses du pays qu'ils gouvernent. Cette Cour internationale contre la corruption sera un instrument qui pourrait empêcher ces pratiques, qui pourrait dissuader et si possible punir ceux qui auraient volé leur propre pays. Merci, pourriez-vous nous donner un exemple de ce qu'est une affaire de grande corruption pour que cela soit beaucoup plus concret? Si nous prenons l'exemple du scandale Fish Rot qui touche la Namibie, un pays d'Afrique australe, une grande entreprise islandaise a manipulé les quotas pour obtenir des droits de pêche. Ce type de corruption pervertit littéralement le système et l'intégrité du système de quotas dans l'industrie de la pêche, d'où ce nom de Fish Rot que l'on peut traduire par poisson pourri.
Alors qui étaient impliqués? Des directeurs de l'entreprise, des ministres namibiens, y compris le ministre de la Pêche. Une partie des droits sur les quotas versés par l'entreprise aurait été payée au parti présidentiel et à plusieurs hauts fonctionnaires et hommes d'affaires namibiens. Les sommes impliquées, mais aussi les personnes ayant participé à cette corruption, font que cette affaire a toutes les caractéristiques d'une grande corruption, parce qu'elle n'affecte pas seulement quelques personnes, mais l'État dans son ensemble, ses systèmes et ses mécanismes d'intégrité en place. On peut également parler de grande corruption pour une affaire au Mozambique, où un ministre des Finances a facilité des mouvements d'argent en utilisant les garanties de l'État pour un montant de 2 milliards de dollars. Le pays est désormais fortement endetté et doit rembourser cet argent. 2 milliards de dollars, vous vous rendez compte, c'est énorme. Tout cela se fait au détriment des citoyens. Imaginez ce que l'on pourrait faire avec ces 2 milliards de dollars. C'est en cela que l'on peut dire qu'il s'agit d'une grande corruption. Vos deux exemples montrent vraiment l'ampleur de la corruption et son impact sur la vie des gens. Je pense à ces 2 milliards de dollars. Avec cette somme, nous pourrions construire des écoles, des hôpitaux. Il est vraiment important que les citoyens réalisent à quel point la corruption a un impact et à quel point elle a des conséquences sur la vie des gens. Mais revenons-en à la Cour internationale contre la corruption. Vous nous avez parlé de sa création. Dites-nous comment elle fonctionnerait, quelles seraient ses missions. The IACC will eventually be established by a Pour que la Cour internationale contre la corruption puisse être créée, nous avons besoin d'un traité. En somme, d'un cadre juridique qui détaille le rôle et les missions de la Cour. Avec Triple I, nous sommes en train de préparer un texte avec l'aide de juristes internationaux, d'anciens juges, d'experts anticorruption, d'experts en droit international, qui travaillent sur les différentes dispositions du traité. Ce projet de traité prévoit la création d'une cour permanente qui exigera des comptes aux hauts fonctionnaires. La cour ne poursuivra ou ne sera compétente que pour les crimes reconnus dans la Convention des Nations Unies contre la corruption. La cour s'assurera aussi que les avoirs volés seront restitués au profit des populations victimes. Avec des affaires comme celle du Mozambique, de la Namibie et même de la RDC où d'anciens présidents ont été impliqués, par exemple, je pense à Mobutu, l'ancien président de la RDC qui a littéralement siphonné l'argent de la RDC, si on avait une cour internationale contre la corruption, on aurait enfin un recours. On pourrait s'adresser à la cour qui pourrait mener des enquêtes et qui veillerait à la restitution des biens volés au profit des populations victimes de la corruption. L'une des choses que j'apprécie le plus avec ce projet de traité que nous sommes en train de rédiger, c'est qu'on a exploré différents moyens pour restituer les avoirs volés. La Cour est en fait conçue pour être un tribunal de dernier recours. Et il est aussi important de souligner le principe de complémentarité. Nous ne disons pas que la Cour doit remplacer les tribunaux nationaux. Avec ce principe de complémentarité, la Cour travaille avec les systèmes juridiques nationaux. C'est donc la Cour de dernier recours. C'est le tribunal qui aidera les pays désireux de lutter contre la corruption, mais qui ne peuvent pas, pour une raison ou une autre, ou n'ont pas la capacité de le faire. La Cour disposera d'une division d'enquête et des pouvoirs de poursuite. Elle poursuivra en toute impartialité les affaires qui lui auront été soumises. Le champ de compétences de la Cour couvrira les principaux crimes stimulés dans la Convention des Nations Unies contre la corruption, c'est-à-dire la corruption, le détournement de fonds, le blanchiment d'argent. Seront concernés ceux qui versent des pots de vin ainsi que ceux qui blanchissent l'argent. Les co-conspirateurs, comme les comptables, les avocats ou les autres professionnels de la finance qui organisent et aident les corrompus à faire passer de l'argent d'un pays à l'autre en le cachant dans certains paradis fiscaux sont aussi concernés. Donc ces personnes qui aident les dirigeants corrompus et les kleptocrates à commettre ces crimes relèveront de la compétence de la Cour. En fait, la Cour cherche à renforcer la redevabilité de ceux qui jouissent de l'impunité, cherche à engager la responsabilité de celles et ceux qui commettent des faits de corruption. Et il est grand temps de s'attaquer à l'impunité. Si nous prenons l'Afrique, par exemple, nous avons tant de gens qui ont souffert et qui souffrent aussi psychologiquement parce qu'ils voient les gens qui ont volé l'État s'en tirer à bon compte. On voit des gens qui ont volé, conduire de belles voitures et mener un train de vie luxueux avec leurs enfants et les enfants de leurs enfants, alors que les gens victimes de la corruption souffrent de la pauvreté, n'ont pas accès aux soins de santé, n'ont pas accès à une éducation de qualité, n'ont pas accès à une eau potable. Cette Cour permettra d'engager la responsabilité de ces personnes. Et en plus de la division d'enquête, il y aura une division dédiée au recouvrement des avoirs
et à leur restitution. S'agissant de ce qu'on appelle l'enrichissement illicite, c'est-à-dire des dirigeants gagnent $4 000 par mois, mais conduisent des voitures d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars. On se demande alors comment et où ils ont trouvé l'argent pour acheter cela. La Cour pourra exiger qu'ils justifient l'origine de leur patrimoine. La Cour aidera aussi les États à saisir les biens ainsi qu'à obtenir des preuves permettant de poursuivre ces affaires de grande corruption. Voilà en gros les principales fonctions de la Cour. La première version du projet de traité que nous sommes en train d'écrire sera présentée aux États intéressés qui négocieront ensuite les différentes dispositions pour qu'enfin la Cour puisse être établie et permettre de lutter contre l'impunité. En vous écoutant, je trouve que c'est une excellente idée, en théorie, mais en pratique, je me fais l'avocat du diable ici, il y a quand même beaucoup d'obstacles à surmonter. Alors certes, on pourra exiger des dirigeants soupçonnés de corruption qu'ils expliquent l'origine de leur patrimoine, on pourra saisir des maisons, poursuivre des ministres, mais je me demande comment cela sera possible en pratique, alors que de nombreux pays actuellement ne coopèrent pas quand on fait des demandes d'entraide judiciaire. Je pense à Dubaï par exemple ou encore à Hong Kong. Pour que la Cour puisse réellement fonctionner, elle va avoir besoin d'informations de la part de juridictions de pays qui ne sont pas disposés à les communiquer. On imagine mal également que le pays dans lequel un ministre ou un président est accusé de grande corruption aide la Cour internationale contre la corruption. Alors comment cela pourrait fonctionner dans la pratique? Comment est-ce qu'on pourrait surmonter ces obstacles? C'est une très bonne question. Une partie de la mise en place de la Cour consiste à faire en sorte que les États qui adhèrent au traité négocient et cherchent des moyens pour renforcer la coopération et permettre à la Cour d'agir. Dès qu'un pays signe et ratifie le traité, cela revient à dire que nous partagerons une certaine forme de souveraineté pour que la Cour puisse agir sans entrave pour les affaires de grande corruption. Avec la Cour pénale internationale, on voit d'ailleurs qu'elle a parfois du mal à obtenir la coopération des États, par exemple pour exécuter un mandat d'arrêt. Et ça peut donner le sentiment que la Cour pénale internationale est inefficace. S'agissant de la Cour internationale contre la corruption, étant donné que la corruption a souvent une dimension transnationale et qu'elle a des effets néfastes sur les citoyens, on peut espérer que les États accepteront de coopérer plus facilement. Ma réponse n'est probablement pas une réponse parfaite, et c'est une bonne chose que vous fassiez l'avocat du diable car nous devons également réfléchir à la manière de renforcer la coopération. Par exemple, un État pourrait être membre de la Cour mais pas un autre, alors comment la Cour pourrait-elle agir si l'argent est caché dans ce pays qui n'est pas membre de la Cour? La première version du projet de traité est quasiment finalisée. Les États auront l'occasion de se pencher sur ce sujet et d'y apporter des réponses. Vous avez mentionné tout à l'heure que la Cour est un tribunal de dernier recours. Alors cela signifie-t-il que si je suis un lanceur d'alerte ou si je travaille pour une ONG et que je suis au courant de pratiques de corruption, que je sais qu'il ne sera pas possible d'ouvrir une enquête ou que si une enquête est ouverte, aucune action ne sera prise? Est-ce que ça veut dire que je ne pourrais pas saisir la Cour? Vous savez, c'est une excellente question. La première version du projet de traité prévoit que les organisations de la société civile puissent avoir accès à la Cour. Mais cela ne sera possible que si l'État est membre de la Cour. Alors, comment ce sera possible en pratique? Cela va dépendre des négociations qui auront lieu entre les États. Pour Triple I, il est essentiel que les lanceurs d'alerte puissent être protégés, tout comme les victimes et les témoins, et qu'ils aient accès à la Cour. Mais au final, ce seront aux États de décider s'ils conservent cette proposition dans la version finale du traité. S'ils veulent vraiment lutter contre la grande corruption et s'ils sont sérieux à ce sujet, ils conserveront cette disposition et la renforceront. Vous avez indiqué à plusieurs reprises qu'il existe un projet de traité. Quelles sont les prochaines étapes pour que la Cour devienne enfin réalité? Les prochaines étapes consistent à finaliser le projet. Nous devrions avoir un texte prêt d'ici le mois de novembre de cette année 2024. Triple I prendra attache ensuite avec les différents gouvernements qui ont montré un intérêt pour cette Cour. Certains pays nous ont apporté leur soutien et l'ont déclaré publiquement, d'autres ont simplement envoyé un courriel ou même signé une déclaration. Nous partagerons donc ce projet et nous espérons avoir un projet final l'année prochaine, en mars 2025, qui pourra être partagé publiquement. Si une trentaine de pays s'accordent sur le traité, la Cour pourrait ensuite être instituée. Notre objectif, c'est de convaincre d'autres États de se joindre à cette initiative. Ok, et combien d'années en fait cela pourrait-il prendre?
Est-on plutôt sur quelques mois ou quelques années? You know, I mean, if we are to look at Vous savez, si on when the regarde idea quand l'idée d'une cour a germé, c'était en 2014, cela fait donc 10 ans. Mais ces 4 dernières années, le mouvement pour une cour internationale contre la corruption a pris de l'ampleur. Vu les effets néfastes de la corruption, les risques en matière de sécurité, je pense que cela pourrait aller très vite. En fonction des négociations et des financements, je pense que cela pourrait prendre entre 3 et 8 ans et j'espère que ce ne sera que 3 ans. J'espère aussi, merci beaucoup pour cette saute d'avoir été avec nous et de nous en avoir dit plus sur la Cour internationale contre la corruption. Thank you for having us and giving Merci us beaucoup de an nous avoir donné opportunity l'occasion again. de partager plus d'informations sur cette campagne. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email, l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.